consommateur final des secteurs résidentiels et tertiaires, je rappelle, cette limitation était constituée la base de calcul de l'obligation chaleur. Donc ça, c'était vraiment le principe sur la 4e période. En décembre 2021 est paru un décret dont vous voyez la référence tout en bas de la slide, dont le texte est cité dans l'encart bleu. Je me permets de le relire. Les ventes d'énergie utilisées pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers le texte de ce décret? C'est que l'obligation n'est plus calculée sur la base des mégawattheures de chaleur vendus, mais bien sur l'énergie consommée en amont pour produire cette chaleur qui sera in fine vendue aux différents clients. Et en résumé, une autre façon de le dire, c'est que ce sont les achats de gaz et d'électricité des exploitants qui ont été utilisés pour produire cette chaleur qui génèrent maintenant une obligation C2E pour ces exploitants. Mis sous forme de schéma, qu'est-ce que ça donne? Donc, un cas de figure qui ne change pas, c'est le cas des réseaux de chaleur. Donc ça, le décret ne porte pas sur cette partie-là. C'est-à-dire que les réseaux de chaleur restent obligés au titre de leur vente de chaleur, pas de changement. En revanche, sur la partie service énergétique, sur la partie contrat P1, ce sont désormais le gaz et l'électricité comme énergie consommée dans les contrats d'exploitation P1 qui sont la base de calcul de cette obligation. Et donc, ce sont les deux schémas qu'on présente juste en dessous. Et on voit que dans le schéma du bas, ce sont bien sûr le gaz et l'électricité qui vont nous créer une obligation gaz et une obligation électricité. De manière un petit peu plus chiffrée, un petit peu plus concrète, qu'est-ce que ça donne en comparaison des deux périodes? 4e période, en haut, comme discuté jusqu'à présent, l'obligation est calculée sur la base d'un mégawattheure de chaleur vendue, 0,33 mégawattheure Qmac par mégawattheure de chaleur vendue. En 5e période, prenons l'exemple du gaz pour simplifier les choses, ça aurait pu être l'électricité dans notre exemple. On va avoir entre ces deux périodes un quadruple effet. Premier effet, la prise en compte non plus de la chaleur vendue, mais du gaz consommé pour produire cette chaleur. Donc, on a la notion entre les deux de rendement de l'installation qui va être perdue dans ce calcul. Deuxième effet, la baisse progressive des seuils de franchise de l'obligation C2E. Les seuils de franchise restent à 400 gigawattheures annuels pour la chaleur. Ils descendent progressivement pour le gaz, comme d'ailleurs pour l'électricité. Donc, ça contribue à renforcer le calcul de la valeur de l'obligation. Troisième effet, une modification des coefficients de l'obligation. Les coefficients d'obligation sont plus élevés pour le gaz que pour la chaleur. Et enfin, dernier effet, modification, et ça c'est lié à la 5e période, des coefficients précarité. L'obligation précarité pour tous les acteurs augmente. Et quand on prend en compte ce quadruple effet, par un calcul assez standard sur nos activités, on conclut que le coefficient d'obligation a quasiment doublé. Vous voyez que notre calcul donne 0,66 mégawattheure Qmac par mégawattheure de chaleur. Donc c'est quasiment un doublement de l'obligation que vont devoir supporter les exploitants. Ça, c'est la première partie, la partie obligation. Et sur la deuxième partie, sur la partie incitation financière et génération de C2E auprès de bénéficiaires, on voit également que dans cette 5e période des C2E qui s'ouvre en 2022, il y a une attrition du gisement C2E et une difficulté croissante à générer des C2E auprès de bénéficiaires.
On a mis pêle-mêle un certain nombre de raisons ou de copies d'articles de presse, mais pêle-mêle, on peut citer la fin d'un certain nombre de coups de pouce, notamment isolation et chauffage, la fin de la bonification grande précarité énergétique, la fin de la bonification CPE dans l'industrie au 31 décembre dernier. Globalement, un phénomène de baisse logique des forfaits des fiches C2E qui s'est vu par exemple au 1er mai sur les fiches isolation, mais qui va se poursuivre tout au long de la 5e période, fin des bonifications carbone dans l'industrie, et au-delà de cette partie gisement, un durcissement des règles de contrôle pour éviter tout type de fraude, donc durcissement du fait des pouvoirs publics, et donc un renchérissement du coût de montage pour les obligés de ces dossiers. La conséquence, je vais laisser Thibault en parler. Oui, merci de me laisser la partie la plus facile, Romain. Mais de rien. Sans plaisanter, ce qui se passe, c'est qu'on est face à une augmentation de la demande concernant les C2E, parce que l'obligation a largement cru, pas que pour nous, mais vous l'avez vu en particulier pour les exploitants. Et puis face à ça, un gisement de production qui tend à baisser. Donc finalement, les exploitants qui jusqu'alors avaient une obligation, je ne dirais pas faible, mais relativement modérée par rapport aux autres fournisseurs, en particulier de gaz et d'électricité, et une capacité du fait de leur vocation première d'économiser de l'énergie, donc une capacité à produire des C2E, permettait finalement à leurs clients de ne pas payer la composante C2E dans le prix de vente de la chaleur. Le fait est que la réglementation a évolué et ne regarde plus ce qu'on vend à nos clients, mais ce qu'on consomme. Donc vous l'aurez compris, l'augmentation de notre obligation est globalement de plus 100%. Donc ce qui fait que pour les exploitants qui avaient une capacité de produire beaucoup de C2E pour ne pas faire payer une obligation assez faible, ne pourront plus le faire et de fait vont être contraints, comme l'ensemble des autres énergéticiens, de répercuter la charge C2E dans leur prix de vente. Alors, ce n'est pas une nouveauté concernant le gaz, par exemple, quand vous faites une demande de cotation à un gazier ou quand vous payez chez vous votre facture de gaz, vous voyez qu'elle est C2 en dessous. Et ça a toujours été le cas chez tous les fournisseurs d'énergie. La différence désormais, c'est que les exploitants vont devoir intégrer cette composante dans leur prix de vente. Alors d'ailleurs, c'est une nouveauté pour nous, mais ce n'est pas non plus une règle complètement aberrante, sachant que le ministère de l'économie et des finances, dans le cadre de ces méthodologies et de ces lettres méthodologiques, conseille, quasiment ordonne, parce que ça a un caractère un peu réglementaire, conseille et ordonne aux pouvoirs publics, aux collectivités, aux acheteurs publics, d'intégrer dans leur marché de fourniture d'énergie une composante C2E qui reflète effectivement une charge qui repose sur les fournisseurs, mais qui jusqu'alors était répercutée sans forcément avoir de clause d'indexation. Donc nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, plutôt dans la suite du webinaire, c'est une méthode claire et transparente de répercussion de la charge C2E dans les prix de vente. Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est une transcription chiffrée de ce qui est demandé dans le cadre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie. Donc, je n'ai pas connaissance que c'est là. Donc, avant toute chose, la meilleure manière finalement de ne pas payer de C2E dans ces contrats de fourniture de chaleur et ces contrats de service, c'est d'essayer de consommer le moins possible d'énergie carbonée. Parce qu'à chaque fois que vous ne consommez pas un mégawattheure PCS ou un mégawattheure d'électricité, finalement, vous économisez la molécule ou l'électron, mais vous économisez aussi les C2E. Et ça, c'est ce qu'on va proposer en premier lieu à nos clients, c'est-à-dire baisser leur consommation d'énergie fossile ou d'énergie obligeante. Donc, une des solutions, et c'est, je dirais, une des solutions préconisées par les adhérents de la FEDEN, c'est le raccordement au réseau de chaleur. Pourquoi? Parce que la chaleur, vous l'avez vu tout à l'heure, n'évolue pas tellement concernant l'obligation. Et finalement, un mégawattheure utile issu d'un réseau de chaleur, c'est 56% de C2E en moins. Ensuite, l'autre solution peut être de décarboner une chaufferie gaz en installant une pompe à chaleur. La pompe à chaleur en soi consomme de l'électricité qui a une obligation relativement proche de celle du gaz.
En revanche, une pompe à chaleur va consommer beaucoup moins d'énergie finale qu'une chaudière gaz. Donc, du fait de la baisse des consommations, on va également baisser la composante C2E. En prenant un COP saisonnier de 3, on arrive à 62% de l'économie de C2E. La troisième solution, c'est également d'intégrer un peu de mixité biomasse dans les contrats P1, donc en pied d'immeuble dans des chaufferies collectives. Et à chaque fois que vous intégrez un mégawattheure biomasse, finalement, c'est un mégawattheure PCS que vous n'avez pas consommé, donc des C2E en moins. Je vous ai fait la projection jusqu'à 70, mais vous imaginez assez bien la projection jusqu'à 100% de biomasse. Il n'y a plus de C2E du tout dans les contrats P1. Du coup, c'est un vrai gain à la fois en termes de stabilité des coûts d'énergie et en termes de C2E parce que vous ne payez plus cette composante. Alors, quels sont les contrats concernés? Parce que c'est vrai que là, on est en train de vous faire peur un petit peu. On sait très bien qu'il y a des dizaines de milliers de chaufferies collectives en France. Néanmoins, les textes ne s'appliquent pas du jour au lendemain sur l'ensemble des chaufferies collectives. Ce qui se passe, c'est qu'on peut différencier les contrats en deux grandes catégories. Les contrats qui ont pris effet avant le 1er septembre 2021, donc jusqu'au 31 août 2021, sont considérés par l'administration comme des anciens contrats. De fait, ils bénéficient de 2 ans pour être renégociés et intégrer une composante C2E. Donc, pour vos clients ou pour vos propres contrats, si vous êtes client des exploitants de la FEDEN, pour vos contrats qui ont pris effet avant le 31 août 2021, finalement, un discours compétitif ou un discours commercial peut avoir lieu en 2022 et 2023 pour intégrer cette nouvelle charge dans les contrats. En revanche, pour tous les contrats qui sont en cours à partir du 31 août 2021, enfin plutôt après le 31 août 2021, ils ont généré une charge C2E chez l'exploitant à partir du 1er janvier 2022. C'est un peu barbare les articulations de texte, mais ayant en tête que les nouveaux contrats, donc à partir de fin 2021, génèrent chez tous les exploitants de chauffage une charge C2E de l'ordre de 4 à 5 euros par mégawattheure utile. Alors ça, finalement, c'est un petit peu les contrats qui vont nous intéresser aujourd'hui, à la fois les contrats qui auraient pu passer je dirais, sous le radar à la fin de l'année dernière, et puis de nouveaux contrats qui n'auraient pas pu intégrer cette composante, parce que il faut se dire que là, on vous présente un sujet qui est déjà d'actualité. Hein, finalement, on a eu très peu de temps pour adapter les discours, ce décret-là est sorti au mois de décembre, le 16 décembre. Donc, quelles sont les formules de répercussion pour les nouveaux contrats, si tu veux avancer? Alors, déjà, avant de se demander quelles sont les formules de répercussion, il faut savoir de quoi on parle. Alors, en fait, la charge C2E dans un contrat avec gestion de l'énergie, elle est calculée suivant 3 grandes composantes. La première composante, et je dirais la plus simple, c'est une composante réglementaire. L'administration, même la loi, c'est un code, le code de l'énergie prévoit que chaque mégawattheure de gaz consommé va générer, pour le compte de l'exploitant, une obligation C2E de 0,422 mégawattheure CUMAC. Donc à chaque fois que l'exploitant va acheter un mégawattheure PCS pour produire de la chaleur chez un client résidentiel ou tertiaire, il aura une obligation de 0,422 mégawattheure CUMAC. À cette obligation classique, on va y ajouter une obligation précarité. Donc on parle ici de mégawattheure CUMAC précarité. Alors, peu importe que le client soit résidentiel ou tertiaire, la consommation de gaz, même chez un client tertiaire qui n'est pas précaire énergétique, va générer une obligation de précarité. Cette fois-ci, elle n'est pas calculée par rapport au mégawattheure PCS, mais par rapport au mégawattheure CUMAC. Donc finalement, chaque mégawattheure CUMAC, c'est-à-dire 0,422, va générer 0,412 mégawattheure précarité, qu'on peut simplifier par la formule 0,422 fois 0,412 mégawattheure CUMAC précarité par mégawattheure PCS. Donc on a donc une double obligation des coefficients réglementaires. Ensuite, il y a la valeur des C2E. Finalement, la valeur des C2E, c'est quoi? C'est la capacité d'un obligé à produire des C2E le moins cher possible. Moins les C2E sont chers, moins il va le faire payer et plus il aura d'avantages compétitifs par rapport à ses concurrents. C'est pour ça que cette valeur-là, la valeur des C2E dans les contrats P1, ne peut être forfaitaire ou ne peut être partagée au sein des acteurs. Et c'est une valeur vraiment soumise à concurrence et on y tient et on va le rappeler tout au long du webinaire. Et enfin, la troisième valeur et la plus importante, c'est la quantité d'énergie consommée dans le cadre du contrat. Et ça, soit c'est des mégawattheures réellement consommés, soit c'est une cible énergétique qui est donnée, notamment dans les contrats avec intéressement, type marché température ou marché forfait.
Donc voilà pour cette partie-là. Si je résume, du coup, une société d'efficacité énergétique qui arrive à produire ces C2E en moyenne à 5,50 € par mégawattheure QMAC va faire payer à son client 3,36 € par mégawattheure PCS. Voilà un exemple chiffré qui ne veut absolument pas dire la réalité du marché. Concernant l'électricité, je ne vais pas refaire toute la démonstration. Ayez juste en tête que le 0,422 est égal à 0,416. Du coup, l'obligation est légèrement plus faible pour des contrats avec prestation P1 électrique. Alors, je vous ai présenté du coup les trois grands facteurs, la composante réglementaire, la composante marché et la composante consommation d'énergie. En réalité, tout ça, ça peut être fixé à l'établissement du contrat. Par exemple, on peut dire que chaque mégawattheure PCS consommé vaudra 5 € par mégawattheure PCS pour les C2E. En revanche, derrière ça, les coefficients peuvent largement évoluer. Alors, ce qui peut évoluer, c'est soit la valeur des C2E, et ça, on vous le présentera tout à l'heure grâce à C2E Market. Les C2E sont un marché et ils évoluent périodiquement, chaque mois, chaque trimestre, peu importe le pas de temps qu'on choisit. En tout cas, il y a une évolution qui doit être suivie et intégrée dans les charges C2E des contrats P1. Et ensuite, il y a une évolution réglementaire. Alors, l'évolution réglementaire, vous allez me dire, c'est quelque chose qui tient du fait de texte. Et en réalité, les textes sont fixés pour 4 ans, la durée moyenne d'une période C2E, alors que les contrats d'exploitation dépassent la plupart du temps ce délai de 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la formule de répercussion intègre aussi l'évolution réglementaire. Donc, finalement, on va être sur une formule en ratio, C2E sur C2E0, que vous connaissez bien, cette formule de ratio quand on prend des formules paramétriques ou des formules de construction P1. Et finalement, on va établir la valeur moyenne C2E à l'établissement du contrat avec des coefficients et des valeurs lors de l'établissement du contrat qu'on va faire évoluer lors des mois de facturation avec C2E classique fois les valeurs de référence et fois les coefficients de précarité. On va vous donner des exemples à la fin, donc n'ayez pas trop peur, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais vous les aurez à la fin. Donc, encore quelques formules un petit peu barbares. Je savais que ce n'était pas la partie la plus simple du webinaire, mais encore une fois, il y aura des exemples à la fin. Donc, l'idée concernant les C2E, c'est qu'on a deux types d'intégration possible de la composante. Soit on parle d'un nouveau marché, et dans ce cas-là, il faut créer une ligne dédiée, complètement transparente, partagée avec le client, qui sera le prix des C2E fois la quantité d'énergie consommée dans le cadre du P1. Donc là, on va définir l'ensemble des facteurs et des composantes avec les coefficients réglementaires et avec un prix zéro, donc le prix C2E0, qui sera négocié avec l'exploitant en début de contrat. C'est la fameuse valeur soumise à concurrence. Et ensuite, il y a également tous les contrats existants. Vous savez, les contrats dont je vous ai parlé qui vont être obligés seulement à partir de 2024. Ces contrats-là, on a bien conscience que vous, comme les exploitants, n'ont pas la capacité de renégocier l'intégralité des formules de répercussion du P1. C'est pour ça que finalement, il peut être beaucoup plus simple d'intégrer à la formule paramétrique des P1 le simple prix des C2E en euros par mégawattheure PCS, de telle sorte que le prix PEG soit augmenté du prix C2E et derrière, le contrat peut vivre le reste de sa vie avec cette nouvelle composante. Cette nouvelle composante étant bien sûr indexée suivant les barèmes marché et les barèmes réglementaires. Je peux avancer, je pense que... Donc voilà, juste concernant les valeurs marché tout à l'heure, on a choisi de faire intervenir C2E Market qui va vous parler du marché des C2E. Merci Thibault, merci beaucoup. Oui, alors, on vient de le voir, le prix des C2E va effectivement sur un certain nombre de contrats gaz, électricité, froid aussi, qui subissent le même sort d'une certaine manière et sont déjà indexés, eux, depuis quelques temps. Et c'est pour ça, entre autres, que C2E Market a été créé. C'est effectivement pour permettre de trouver une référence fiable de prix qui permette de faire évoluer le prix de ces contrats, qu'ils soient gaz ou chaleur ou électricité, en se basant sur un indice qui est un indice éprouvé, qui est un indice fiable. Ce qu'on a repris comme méthodologie sur C2E Market, c'est une méthodologie que moi je connais bien à titre personnel parce que j'ai travaillé 7 ans chez Dalkia, mais entre-temps 18 ans sur les marchés énergie, électricité, gaz en particulier, sur lesquels on a effectivement des indices de référence qui sont produits de
manière quotidienne. Et donc, nous avons décidé effectivement de reproduire des méthodologies équivalentes pour avoir tous les jours des analyses de prix qui soient basées sur des méthodologies qui, comme je le disais, ont déjà fait leur preuve. Ça permet donc de distinguer d'un côté un risque d'évolution de prix qui est un risque complètement financier et de l'autre côté un risque de livraison qui est le moment où effectivement vous signez vos contrats. Vous pouvez décider de signer des contrats à prix fixe ou des contrats indexés. C'est vous qui avez le choix grâce à ces modes d'indexation. Alors, une illustration vaut mieux qu'un long discours. Sur la slide suivante, voilà ce qu'on avait historiquement comme prix des C2E, c'est-à-dire le seul indice qui existait, c'était l'indice EMI que vous voyez en pointillé, avec deux courbes qui sont celles du spot classique et du spot précarité, respectivement en bleu clair et en rouge. Vous voyez que ce qu'on a décidé de faire avec C2E Market, ça permet dans un premier temps, qui sont les lignes pleines, d'avoir une évolution qui colle au plus près du marché, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que les évolutions que nous avons vues sur C2E Market, par exemple, dès la fin du mois de février, elles se sont répercutées un mois et demi, 2 mois plus tard, sur les indices EMI, qui étaient les seules références qu'il y avait à l'époque. Inversement, en cours de route, vous voyez par exemple, à partir de juillet 2021, que d'un seul coup, alors pour ceux qui sont familiers de ce marché, ça va paraître très surprenant, on a le prix de la précarité qui, sur un mois, est passé plus de 50 centimes au-dessus du prix des C2E classiques, alors que la précarité est par construction quelque chose qui doit valoir plus cher, puisqu'on peut l'utiliser pour faire les C2E classiques. En d'autres mots, l'indice qui était le seul disponible jusqu'à présent, spot EMI, ne permet pas effectivement de refléter correctement l'évolution du marché. Et sa construction, en fait, je vais le montrer, explique effectivement ce phénomène. Alors, pour être très complet, on va regarder la slide suivante. Il y a un autre indice qui existait jusqu'à présent, qui était l'indice initialement appelé indice mensuel, qui est les lignes que vous voyez en haut. Et alors là, on a encore un phénomène qui est encore pire, c'est-à-dire que cet indice, en fait, c'est un agrégat de toutes les livraisons à un mois donné de C2E, à partir du moment où la transaction a été faite, qu'elle a été faite un jour avant, un mois avant, 2 ans avant, 3 ans avant. Et donc, le prix que vous trouvez là, ce n'est pas du tout le prix du moment, c'est un prix moyen de transactions qui, par le plus grand des hasards, ont été livrées le même mois. Ce qui explique que vous aviez des mouvements très erratiques de prix, mais surtout ce qui explique que dans un marché qui baisse, vous avez un prix, comme vous voyez à la fin, c'est les courbes rouges et bleues, qui reste très au-dessus du prix entre guillemets réel, puisque c'est le nôtre mensuel en vert et en jaune, tout simplement parce qu'il y a encore de très vieilles transactions qui ont été faites à des prix très élevés, qui rentrent dans la constitution de la moyenne mois après mois, alors même que nous, ce sont les transactions qui ont été faites le mois donné. Donc, c'était pour tordre le cou à cet indice qui n'est plus considéré comme fiable depuis très longtemps par tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé l'indice spot chez EMI, pour effectivement considérer qu'il y a une très grosse différence. Et ça vient de la constitution même de cet indice moyenne pondérée, encore une fois, qui ne reflète pas du tout l'état à l'instant où on parle du marché, mais un agrégat de transactions qui ont eu lieu de manière aléatoire dans le passé. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est les slides suivantes pour construire un indice fiable. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit sur un ensemble de transactions ou un ensemble d'intérêts fermes d'achat et de vente, mais toutes les transactions lorsqu'elles ont lieu et non pas seulement celles qui conviennent. Et le problème de l'indice EMI en particulier, c'est que c'est purement déclaratif. Vous déclarez un prix qui n'a aucune vérification qui soit effectivement correcte et vous déclarez, pour le cas de l'indice spot, que cette transaction a été faite dans les 2 derniers mois. Rien ne vous empêche de ne pas déclarer les transactions qui ont été faites dans les 2 derniers mois ou de déclarer les transactions qui n'ont pas été faites dans les derniers mois, mais parce que vous vous trompez, admettons. Il n'y a aucune vérification donc, sur la manière dont l'indice dont les transactions sont prises en compte dans l'indice. Alors que nous, on intègre toutes nos transactions. La deuxième chose, c'est qu'on l'a constaté à plusieurs reprises, l'indice EMI, alors même qu'il vient d'être publié, peut être à plusieurs reprises par la suite modifié, justement parce que certaines transactions sont retirées ou réincluses dans l'indice d'un mois donné. Donc ça, évidemment, il faut absolument un indice stable qui, une fois qu'il est publié, sauf fait exceptionnel, qui serait vraiment une erreur absolument rarissime, ça n'a pas été le cas chez nous, mais ça peut toujours arriver, ne bouge pas. Et donc là, c'est un gros problème, EMI, leur indice n'est pas stable.
La troisième chose qu'on cherche à avoir, c'est effectivement aussi qu'on puisse avoir une vue à terme des prix. Alors, ça ne va pas forcément vous intéresser ici, parce que je pense que l'essentiel des indices que vous allez reprendre sont les indices spot, mais pour certains contrats, ça peut être intéressant de prendre des indices de prix qui ne sont pas pour une livraison immédiate, mais pour une livraison le semestre prochain, l'année suivante, etc. Mais on a toute cette possibilité-là, ce qui n'est pas une possibilité, puisqu'EMIC publie simplement un indice spot, donc des livraisons qui ont eu lieu. Et enfin, et c'est peut-être une des raisons finalement les plus importantes, sur une place de marché pour produire un indice, il faut que toutes les transactions soient comparables. Et donc, ça impose qu'il y ait un contrat, un seul contrat, avec les mêmes termes de paiement, avec les mêmes souplesses de livraison, avec les mêmes conditions en cas de défaut, etc., etc., ce qui est évidemment le cas sur une place de marché comme c'est The Market, alors qu'EMI, par construction, on reprend tous les contrats qui ont donné livraison sur un mois donné, et donc qui sont aussi différents qu'il y a d'acteurs. Certains peuvent être avec des souplesses dans les dates de livraison, certains peuvent être avec des termes de prépaiement, et tout ceci, bien entendu, certains peuvent être des contrats intra-groupes, des contrats qui sont cumulés avec des offres de fourniture par ailleurs, etc., et qui sont donc faites à des conditions qui ne sont pas des conditions de marché. Tout ceci fait que l'indice EMI n'a aucune chance de refléter de manière durable le marché des C2E. Concrètement, voilà ce que ça donne. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vais disparaître, merci. Voilà ce que ça donne. Par exemple, effectivement, sur le mois d'avril, vous avez ici en bleu les indices classiques et en rouge les indices orangés, les indices précarité. Donc vous voyez effectivement les niveaux. En spot, 5,95 et 5,92 respectivement. Ce que nous avons décidé de faire sur ces deux markets, encore une fois, ça faisait partie de nos objectifs, c'est de laisser un accès complètement libre, gratuit, transparent à ces indices mensuels. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, décidément ça. Ils sont suivis à peu près par 1500 professionnels qui effectivement reprennent nos indices et on a à l'heure actuelle, pour ceux qui sont effectivement abonnés, 900 abonnés. Donc c'est effectivement un énorme succès qui montre l'intérêt qu'il y a effectivement dans une publication fiable de prix. Voilà. Oui, alors ce qu'on cherche à faire d'une manière plus générale, là ici j'ouvre un tout petit peu le débat, je quitte le sujet purement indice. Avant tout, pour produire des indices pertinents, il faut une place de marché. Et une place de marché comme c'est The Market, c'est destiné d'abord à fournir l'information, on vient de le voir, mais aussi à fournir de la liquidité, c'est-à-dire pour ceux qui ont du risque C2E, qui ont des C2E à vendre, qui ont des C2E à acheter pour faire passer leurs obligations, comme effectivement les obligés aussi de l'acheteur ici, un accès à un marché qui leur permette effectivement, quelque part, de se débarrasser de ce risque, de se protéger contre des variations de prix. Et donc, sur ces deux markets, ce sont des carnets d'ordre. On a actuellement plus de 10 TWh d'achat et de vente de ces deux qui sont dans nos carnets d'ordre et qui permettent effectivement à tout moment d'exécuter des transactions pour, encore une fois, gérer un risque prix des C2E. Il faut évidemment que ce soit efficace, et là on a un système qui est un système digital, donc vous avez effectivement voilà, un outil avec quelques clics de souris, des contrats qui ont été complètement standardisés, donc vous ne perdez pas de temps, c'est extrêmement simple et convivial à utiliser. Ça se présente comme ça. Donc là, c'est un des derniers carnets d'ordre qu'on avait avec, donc vous voyez ici, à gauche, les colonnes maturité, donc classique pour le marché spot, classique pour des livraisons en premier semestre 2022, etc., etc., jusqu'au dernier semestre 2024. Vous avez sur chacune des lignes le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Et si vous avez envie de faire une transaction, vous avez la possibilité de voir le carnet d'ordre qui se cache derrière, c'est-à-dire combien, à quel niveau sont les acheteurs suivants. Donc là, vous voyez par exemple que sur S122, vous aviez un acheteur à 6,05 pour 100 gigawattheures, le deuxième était un peu plus bas, à 5,90 pour 200 gigawattheures, etc., etc. Donc c'est ça qui vous permet effectivement de faire les transactions et de gérer le risque, comme je l'ai dit très humblement. Qu'est-ce que ça donne ces deux markets? Je crois que c'est ma dernière slide. C'est en chiffres à peu près un peu plus d'un térawattheure de 10 TWh, non, d'un térawattheure par mois, je vais y arriver, avec une petite partie au comptant, mais beaucoup à terme.
Les adhérents sont passés désormais de 24 à 27. On en attend même les 3 derniers. J'espère qu'on bouclera ce semestre avec une trentaine d'adhérents. C'est bien parti. Et puis, donc, voilà, des volumes de transactions qui sont relativement importants, ce qui, pour une place de marché qui a démarré physiquement le 9 novembre 2020, est déjà effectivement un beau succès. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc pour finir en beauté cette présentation, on a vu la partie théorique de cette évolution réglementaire. On a vu grâce à Marc la partie marché via C2E Market. On a souhaité terminer par un exemple concret et chiffré pour vraiment fixer les idées. L'exemple qui a été choisi, c'est un contrat P1 signé au mois de février 2022 et qui comprend donc une composante P1. À l'établissement du contrat, et donc Thibault l'avait dit, c'est un prix qui est soumis à la libre concurrence entre les différents exploitants. Le prix initial des C2E de ce contrat a été fixé, donc c'est une valeur arbitraire qu'on a choisie pour illustrer ici, à 4 € hors taxe par mégawattheure PCS. Donc, encore une fois, c'était une valeur qui est issue d'une libre concurrence au cours d'un appel d'offres, par exemple. Ce prix-là va évoluer au fur et à mesure du contrat avec deux sources de variation potentielles, comme on l'a dit précédemment. Une évolution marché, c'est-à-dire que le marché des C2E va augmenter ou va baisser chaque mois, et donc ça va faire varier le coût C2E qui va figurer sur la facture finale, qui ne sera plus de 4. Et deuxième facteur de variation, évidemment, l'évolution réglementaire, notamment lors d'un changement de période. Les coefficients légaux et réglementaires peuvent évoluer et donc venir modifier cette évolution du prix. Donc, comme dit tout à l'heure, l'idée c'est de faire évoluer la valeur avec un ratio C2E sur C2E 0. Et du coup, pour faire ça, il faut au moins connaître le C2E 0, c'est-à-dire quelle est la référence La première valeur, c'est finalement quels sont les euros par mégawattheure QMAC classique du marché. Donc, les valeurs au mois de février, qui sont donc les valeurs à la clôture de janvier, sont de 6,16 € pour le classique sur C2E Market, et puis c'est de 6,19 € sur la précarité. Donc ça, c'est vraiment les valeurs marché. Quels sont les coûts des C2E? Ensuite, il y a les coefficients réglementaires, donc le fameux 0,422 que je vous ai présenté tout à l'heure et le 0,412. Finalement, on se rend compte que le C2E 0 de mon ratio C2E sur C2E 0 sera égal à 3,68. En fait, cette valeur-là n'a pas vraiment d'unité. Pourquoi? Parce qu'elle va être ensuite, elle va être au dénominateur du ratio. L'unité n'a pas tellement d'intérêt. Il faut juste savoir que la base du contrat, au moins 1 de facturation, c'est C2E 0 égale 3,68. Donc, on va vous présenter par la suite deux évolutions, soit une évolution de marché, soit une évolution réglementaire. Sur cette partie marché, maintenant qu'on connaît le prix C2E initial et librement négocié, qui était à 4 € dans notre exemple, et qu'on connaît ce calcul du C2E 0, donc de la valeur de référence, on peut calculer la troisième valeur de notre formule, qui est la partie C2E. Là, on est dans le cas d'une évolution du prix des C2E. Valeur initiale, je vous le rappelle, on était en février 2022. Là, on se place au mois de mai. On va prendre les derniers chiffres du marché C2E Market spot, donc les derniers indices mensuels connus qui sont ceux d'avril. Et on va constater, ce sont les valeurs réelles d'ailleurs, que la valeur C2E Market spot du mois d'avril classique était à 5,85 et l'équivalent en précarité était à 5,92. Donc si on réapplique la même formule que précédemment, en conservant les coefficients réglementaires C2E classique et C2E précarité inchangés à 0,422 et 0,412, et en insérant dans la formule ces valeurs d'indice mensuel du mois d'avril, donc 5,85 et 5,92, on arrive à une valeur C2E de 3,50 €.
On a maintenant l'ensemble des termes de notre formule d'évolution, et donc le prix C2E qui va figurer sur cette facture du mois de mai, ça va être le prix C2E 0, 4 € en date de référence février 2022, fois ce ratio C2E sur C2E 0, donc les 3,50 € du calcul de cette slide, divisé par les 3,68 € de référence de la slide précédente. Et donc, ça vous montre que par rapport à la valeur initiale du mois de février qui était à 4 €, il y a eu une baisse du marché et le prix facturé va bien suivre cette baisse de marché parce qu'on arrive à un prix résultant de 3,81 €. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'avoir vraiment une formule tout à fait transparente et opposable avec des indices marchés. Nous, on a choisi C2E Market parce que ça nous semble être l'indice le plus représentatif du marché. Il suit beaucoup plus la tendance réelle de la valeur des C2E. Et l'autre grand facteur, et vous l'aurez compris, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est les coefficients réglementaires qui sont amenés à changer par votre décret. Donc là, c'est un autre exemple. Finalement, on reprend notre contrat où on avait établi un C2E 0 à 3,68 qui était basé sur un coefficient gaz à 0,422 et un coefficient précarité à 0,412. Finalement, on se place en 2026, on vient d'arriver en 6e période, et puis ce qu'on imagine tous, ceux qui connaissent un peu les C2E, l'obligation a largement augmenté et le coefficient du gaz n'est plus à 0,422 mais à 0,650. Ne me demandez pas pourquoi cette valeur, elle est complètement aléatoire, et la valeur de précarité, parce qu'en 2026, on n'aura pas réussi à mettre fin à la précarité énergétique, a également été augmentée et est passée à 0,52. Donc on voit ici une énorme augmentation des coefficients d'obligation, ce qui se traduit derrière par une augmentation de la charge C2E dans les P1. Donc finalement, le calcul de mon C2E, qui est l'indice à l'établissement de la facture, va intégrer ces nouveaux facteurs. Donc ce ne sera plus 0,422 mais 0,650. Fois les autres valeurs de marché qu'on a décidé de ne pas changer, et 0,52 523 pour la précarité, ce qui nous amène à une valeur d'indexation de 6,11. Donc si je reprends mon 4 € du départ, parce qu'on est toujours sur le même contrat, fois 6,11 sur 3,68, finalement, on est à une valeur de répercussion de 6,65 € par mégawattheure PCS. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une formule tout à fait transparente, comprise du client, de son AMO et de l'exploitant, et qui soit opposable tout au long de la durée de vie du contrat. En prenant ces indices-là, finalement, mis à part s'il y a une grosse évolution réglementaire et un changement des méthodes de calcul, il n'y aura plus de sujet de pincement pour l'exploitant ou pour le client. Je vois qu'on a changé la slide, c'est que j'étais trop long. Mais du coup, je pense qu'effectivement, on est à votre disposition pour des questions. Merci pour vos interventions qui vraiment permettent d'apporter de la transparence sur ce sujet qui n'est pas forcément simple à comprendre. Merci également Béatrice pour vos réponses très précises dans le chat. Je ne sais pas Béatrice s'il y avait besoin peut-être d'apporter des éléments complémentaires. Peut-être. Juste, Béatrice, qui t'avant tu parles, c'est pas du tout pour te couper la parole. Mais il faut vraiment qu'on casse cette idée. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, les adhérents de la FEDEN sont des entreprises avec un code NAF industriel et nous ne payons pas de C2E sur notre fourniture de gaz et d'électricité. C'est bien nos ventes qui sont obligeantes jusqu'alors. Donc en fait, on n'a pas de C2E sur les factures de nos fournisseurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cumul de... Non, il n'y a pas de cumul, mais en fait, on ne paye pas les C2E sur nos contrats. Donc, tu ne pourras pas juste répercuter les montants C2E sur tes factures fournisseurs, parce qu'en fait, ton fournisseur ne te facture pas de C2E. Et je pense que du coup, Béatrice t'a répondu juste après. Désolé pour l'aparté. Non, il n'y a pas de souci. Je n'avais pas eu le temps de répondre. En revanche, j'ai eu une question un petit peu compliquée à laquelle j'avoue ne pas savoir répondre, mais je sais qu'elle peut se poser pour plusieurs adhérents du SNEC ou de la FEDEN. Avec l'abaissement des seuils, une SS2E qui aujourd'hui n'est pas obligée peut très bien devenir obligée en 2023 ou 2024. Et comment ça se passe dans EMI? C'est-à-dire que est-ce que du coup cette entreprise peut d'ores et déjà avoir un compte EMI pour y entrer des C2E de façon à pouvoir remplir son obligation au moment où elle en aura besoin? Et là, j'avoue que je ne sais pas.
Oui, effectivement, c'est un cas un peu cruel. Pourquoi? Parce que pour pouvoir ouvrir un compte émis, il vous faut une attestation d'un commissaire aux comptes qui valide vos volumes de vente. Dans ce cas précis, c'est en réalité des volumes d'achat que vous n'avez pas encore effectués parce que les seuils sont toujours à 300, demain à 200 et après-demain à 100. Donc moi, ce que je conseille, je ne sais pas qui a posé la question, ce que je conseille à la personne qui est soucieuse de son avenir en tant que petite CC2 aujourd'hui, mais qui sera obligée demain, c'est de contacter le teneur du registre, donc PowerNext, EEX, ouais. Oui. Donc EEX, et de leur faire part d'une demande d'ouverture anticipée. Je pense que vous ne serez pas le seul dans votre cas, hein, parce que vu la baisse des seuils, pas mal de petits électriciens et petits gaziers vont être obligés d'ouvrir un compte émis. Donc il faut essayer d'avancer avec le teneur de registre, et j'ai bon espoir que du coup la situation va se débloquer une fois qu'ils auront connaissance de multiples demandes, quoi. Oui, je pense qu'ils sont plus souples que ça en réalité, hein, parce qu'il y a des acteurs qui ont un compte dans le registre émis, qui ne sont ni obligés, ni délégataires, etc. Je pense à certains traders, par exemple. Ouais. Donc, il y a certainement des possibilités d'ouvrir des comptes indépendamment du fait d'être obligé ou pas. Effectivement, le compte peut être ouvert, mais juste pour faire des transferts, pas pour déposer des demandes de C2E. Pas pour déposer Pas les mêmes droits, effectivement. Et alors, la problématique, je pense, c'est qu'aujourd'hui, pas mal de petites structures valorisent les C2E avec des obligés qui ne sont pas leur maison mère ou qui n'ont pas de lien tellement avec eux, et ils aimeraient bien aujourd'hui commencer à valoriser ces C2E en propre pour commencer à remplir leurs obligations. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas autorisés, n'étant pas éligibles ni obligés, à faire des demandes de C2E. Et pour ça, je pense qu'il faut demander au teneur du registre d'avoir une clarification de la part du régulateur, donc le PNC2E et la DGEC. Je propose qu'on prenne les nouvelles questions au fil de l'eau. Donc, on a une question. Peut-on demander le détail du calcul du coût des C2E à l'exploitant dans le cadre d'un avenant au contrat d'exploitation? Donc là, effectivement, je viens de répondre. En tant que client, vous avez tous les droits. Vous pouvez évidemment obtenir ce détail. Et comme on l'a expliqué, d'ailleurs, les de calcul peuvent être expliqués et sont transparents et sont publics. Je dirais même que si l'exploitant refuse de vous le donner pour une raison ou pour une autre, vous pouvez tout à fait, par le calcul inverse que je vous ai présenté, retomber sur sa valeur C2E interne. Parce que tout le reste ne sont que des coefficients réglementaires. Et publié. Et publiés. On vous a mis à chaque fois en bas de slide les liens vers C2E Market évidemment, mais vers le code de l'énergie qui fixe les seuils franchises et puis les coefficients d'obligation, de telle sorte que les formules de répercussion qu'on vous propose aujourd'hui soient tout à fait comprises par les AMO et par les clients. Il y a d'autres questions, Nader? Alors, a priori, je ne vois pas de nouvelles questions. Non, dans le chat, on n'en voit pas. Alors, si, il y a une nouvelle question pour Marc. Exact. Est-ce que C2E Market permet un échange entre obligés ou entre obligés et délégataires? En fait, on n'a pas de limitation sur C2E Market, sur la nature des échanges. Il se trouve qu'un certain nombre d'obligés, d'ailleurs un certain nombre d'obligés, effectivement, membres de la FEDEN par exemple, ont été par le passé tout à fait capables de générer beaucoup de projets d'efficacité énergétique, générant donc beaucoup de C2E, et donc se sont retrouvés plutôt vendeurs. Et inversement, on a certains délégataires qui parfois avaient pris un engagement pour lequel ils ont eu besoin d'acheter pour y faire face. Et donc, on n'a pas de limitation sur est-ce que obligatoirement sont les objets qui achètent ou les délégataires qui vendent. Non, tous les échanges dans tous les sens peuvent être possibles. Comme vous l'avez vu sur l'écran sur lequel je vais présenter les carnets d'ordre, si vous vous souvenez bien, tout est complètement anonyme. Donc, il peut y avoir à la vente aussi bien des obligés ou des délégataires. On a même une banque, désormais, BNP Paribas, qui est entrée sur le marché de C2E Market il y a quelques mois. Et donc, on peut avoir des deux côtés, aussi bien des obligés, des délégataires, à la vente comme à l'achat. Merci Marc pour cette réponse. On a une nouvelle question. La liste des obligés de la 5e période a-t-elle été publiée?
Non, elle n'a pas été publiée. Alors, ce qui est nouveau sur la 5e période, si je ne me trompe pas, il faudra vérifier ça, mais c'est que, contrairement à la 4e, il va y avoir effectivement publication de la liste des obligés, mais la liste des obligés, elle sera connue, il y aura une publication annuelle, si je me souviens bien, ce qui a été prévu. Et donc, elle sera seulement rendue publique à la fin de la première année, c'est-à-dire probablement début 2023. Et pour l'instant, on n'a pas de liste d'obligés disponible pour la 5e période. Il faut se dire que ça va être hyper dynamique, hein, parce que on vous l'a expliqué, on a aujourd'hui un seuil, on avait hier un seuil franchise à 400 GWh PCS ou électrique sur ces deux énergies. Dans 2 ans, ce sera 100. Donc, on va avoir beaucoup de nouveaux obligés qui vont rentrer à chaque fois qu'il y aura des déclarations des ventes. Donc, c'est pas comme la 4e période où c'était relativement fixe. Il y a une question sur les seuils obligés à prendre en compte dans les ventes P1. Encore une fois, c'est les sociétés qui sont obligées, ce n'est pas les groupes. Ouais. Donc la société mère n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'une maison mère qui dispose de plusieurs entités, il faut que le seuil soit dépassé pour chacune de ces entités pour être Entité par entité. Je précise quand même que la création de sous-entités est tout à fait regardée par la DGEC, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé sous des seuils de 400 gigas, puisqu'il y a eu beaucoup de stratégies de filialisation pour éviter d'avoir des C2E. Donc, ce n'est pas une solution pour éviter les C2E, loin de là. Hein. Oui, on a eu un avertissement assez Non, ferme de la part de la DGEC qui nous a dit que si certains jouaient un petit peu trop avec la ligne rouge, eh bien, ils se mettraient à obliger la somme des filiales. Je précise que ça n'a pas été le cas dans la chaleur, parce que les seuils étaient quand même relativement hauts par rapport au volume vendu. C'était plutôt le cas sur l'électricité et le gaz. Les consommations pour le calcul des franchises par l'ANN sont calculées sur les consommations. Quelqu'un veut répondre? C'est effectivement, on fait la somme des ventes ou, dans le cas des exploitants, des achats, et on va comparer ça en fait, c'est pour la même année N, c'est-à-dire que les ventes qui seront faites, par exemple des ventes de gaz qui seront faites sur l'année N, vont devoir être comparées au seuil de l'année N. Et donc, on ne saura qu'à la fin de l'année N si l'obligé en question était au-dessus ou non du seuil. En fait, pour l'année 2022, le calcul, on va dire, de l'obligation va se faire début 2023. Donc, sur la base des contrats P1 et des consommations de gaz ou d'électricité ou des ventes de chaleur de l'année 2022. Et à comparer au seuil de l'année 2022. Exactement. Petite précision, chacun des seuils est indépendant l'un avec l'autre. Je précise, si vous consommez 300 GWh PCS de gaz, non, plutôt 200 GWh PCS de gaz et 100 GWh d'électricité, ce n'est pas la somme des deux qui dépasse le seuil de 300. On regarde vraiment les consommations de gaz, les ventes de chaleur et les consommations d'électricité indépendamment. Et le calcul est fait sur l'année civile. Oui. Et du coup, on est obligé c'est une question qui revient souvent, on est obligé sur la totalité de la consommation ou seulement sur la consommation qui dépasse le seuil de 400? On est obligé sur ce qui dépasse le seuil franchise. Donc, oui, vas-y. Pour répondre effectivement à la question de M. Stabler, effectivement, à partir du moment où la petite SS2E est en dessous du seuil, il n'y a pas d'obligation à refacturer. Mais ce seuil va continuer à descendre. Donc, il faut rester prudent. La méthode de calcul signifie que les SS2E doivent acheter leur C2E en temps réel. En réalité, l'obligation, elle est atteignable sur 4 ans. Oui. Donc, ça dépend comment vous voulez fonctionner. Soit vous achetez vos C2E en miroir avec vos achats de gaz, soit vous estimez que finalement, vous avez la capacité, durant la période, de produire autant de C2E que votre obligation. Ça, ce n'est pas une stratégie qui peut être portée par la FED. C'est à la main de chaque adhérent.
Effectif, Et le but de chaque adhérent pour être compétitif, c'est d'essayer d'avoir la stratégie d'approvisionnement de ces 2 œufs la plus optimisée, que ce soit des achats, de la production, pour proposer les prix les plus intéressants, évidemment. Est-il fait sur la somme des NB ou des consommations réelles? C'est sur les consommations réelles, hein, donc c'est des primes. Donc c'est bien les vrais mégawattheures PCS consommés chez l'exploitant, peu importe qu'il fait chaud ou froid. Donc la conséquence, c'est que potentiellement, quand vous êtes à la limite du seuil, vous pouvez être obligé 1 an et puis pas l'année d'après. Voilà. Question. Ensuite, il y a Hugo Guillaume qui me demande de lire dans une boule de cristal. J'en ai aucune idée, Hugo. Mais je pense que Marc, tu peux répondre sur le forward. On n'en est pas dans une hausse. Oui. Non, pour l'instant, ce qui est anticipé sur ces 2 markets, vous l'avez vu sur le graphe de prix, hein, sont les prix très stables, mais ça reste une anticipation, c'est-à-dire que c'est des achats et des ventes aujourd'hui pour des livraisons à cette période-là qui, pour l'instant, ne montrent pas effectivement une tension particulière sur des achats à terme pour des périodes plus lointaines. Maintenant, mathématiquement, si l'obligation est doublée, ça veut dire un doublement de la demande. Ce serait surprenant que dans un contexte équivalent, le prix du C2E reste aussi bas. Voilà, mais ça, c'est très, très basique comme raisonnement. Dans quelle proportion il va monter, aucune idée. Ouais, tu avais fait une tribune il y a quelques jours sur l'inadéquation du marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi les C2E sont aussi bas. Il y a quand même une demande qui va aller croissant côté obligations. Les réflexions des productions. Non, on a clairement un système qui aujourd'hui est en surproduction, d'où effectivement la baisse des prix, mais il est venu, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais on a vu apparaître des solutions bancaires en fait, de soulagement des stocks, qui sont des banques qui achètent comme par exemple BNP et Crédit Agricole, ça achètent des stocks de C2E pour soulager le marché et les revendent à terme, ce qui explique effectivement que pour l'instant les prix à terme ne sont pas très élevés, c'est qu'il y a un flux vendeur qui vient de ces opérations de portage. Mais si la question est si l'obligation double, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix des C2E, la réponse est certainement oui. Dans quelle proportion, par contre, là je suis incapable de prononcer. Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est très intéressant d'avoir ton avis. Où en sommes-nous du coup? Concernant les prix, je pense que Béatrice a répondu. Oui. Alors, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Pour le moment, je n'en vois pas. De toute façon, on vous propose d'être à disposition. S'il y a besoin d'échanger sur ce sujet, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Et petit rappel, du coup, vous sera transmis à la suite de ce webinaire un replay ainsi que le support de présentation. Juste, Nader, effectivement, il est demandé des documents de référence. Oui. Je pense que tu pourras rediffuser avec les slides le guide de répercussion. Enfin, pas le guide de répercussion, le guide de calcul de l'obligation qu'on avait édité en fin d'année. L'idée, c'est que les personnes qui sont autour de la table, donc Béatrice, Romain et moi-même, représentons les sociétés qui sont déjà obligées aujourd'hui du fait de leur taille, et on a souhaité, dans le cadre de notre participation à l'association professionnelle, aider également les petits acteurs qui demain le seront. On a rédigé un guide de déclaration de l'obligation qui vous permettra de comprendre un peu mieux comment déclarer au PNC2E vos différents volumes d'achat, de vente, suivant les années, dans cette période un peu charnière qui va être le 2023-2024. Merci pour ces précisions. Ah, nous avons une question pour Marc. Quel accompagnement pour le montage de dossier par C2E Market? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Quel accompagnement de marché pour ces 2 il n'y a pas d'accompagnement de montage de dossier par C2E Market, je suis désolé, ce n'est pas du tout dans notre activité. Nous, on est vraiment là pour fluidifier le marché, ce qu'on appelle le marché secondaire, une fois que les dossiers sont déjà déposés et produits. Mais effectivement, vous pouvez regarder sur notre site, la meilleure pub que je puisse faire pour mes adhérents, c'est que vous regardez sur le site de C2E Market, vous avez la liste des adhérents.
Et parmi nos presque 30 adhérents, il y en a une bonne quinzaine qui sont des sociétés qui seraient ravies d'accompagner le montage de dossiers, d'ailleurs y compris celles qui sont autour de la table, parce que n'hésitez pas à contacter aussi les membres de la FEDEN. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait capables de monter des dossiers. Je pense que Ceci étant, je ne suis pas sûre qu'on ait bien interprété la question. Ah, Est-ce qu'on parle de montage de dossier C2E? Est-ce qu'on parle d'adhérer à C2E Market? je pense que c'est des montages Est-ce que vous pourriez préciser à l'oral? Pour moi, c'était montage de dossier en vue d'un dépôt, au vu de la question. Ouais, je ne sais pas trop. oui, J'ai un alors, doute. quitter l'adhésion à C2E Market, on peut en reparler, mais tout est complètement décrit sur notre site, mais je suis ravi d'en reparler. Si vous le voulez, je reste à votre disposition. Nos contacts seront sur les slides là, mais je ne vais pas embêter tout le monde avec la constitution d'un dossier pour C2E Market. Oui, puisque la personne a bien répondu que sa question était à double thématique. Donc, D'accord. comment adhérer à C2E Market? Comment adhérer à C2E Market? Tout est sur notre site. En substance, il y a un règlement de marché qui est un règlement, encore une fois, très similaire à ce que vous trouvez sur les autres marchés organisés, que ce soit le gaz ou l'électricité, auquel il faut adhérer. Donc, c'est un simple bulletin d'adhésion par lequel vous engagez à vous conformer au règlement C2E Market. Et puis ensuite, c'est un contrat de prestation entre C2E Market et l'adhérent qui précise nos obligations en termes de maintenance, en termes de l'outil lui-même, de disponibilité, etc. Donc, c'est effectivement assez simple. Dans le règlement de marché, ce qu'il faut noter très rapidement, c'est que pour tout ce qui est obligé, c'est un accès assez facile à C2E Market. Ceux qui veulent y adhérer alors qu'ils ne sont pas encore obligés, on a effectivement une exigence un peu plus forte qui tient dans nos règles d'adhésion que vous trouverez, de manière à s'assurer qu'on a autour de C2E Market des gens de confiance, un peu comme ça qu'on aime qualifier notre site. Mais je suis à votre disposition pour rentrer dans plus de détails. Là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Je propose qu'on prenne encore une ou deux dernières questions. Cette dernière question, j'imagine que l'objet de la question, c'est de dire que s'il y a des travaux réalisés chez un client qui génère une obligation par son PA, ça s'équilibre. En réalité, non, à moins que le client refuse, ou en tout cas refuse pour grande partie l'incitation C2E. Parce qu'en réalité, si le client demande une incitation financière en échange de ces C2E et qu'en face de ça, il ne souhaite pas avoir de répercussions des C2E en P1, ça ne s'équilibrera pas. Ça va s'équilibrer en termes de mégawattheure QMAC, effectivement, mais en termes financiers, sauf si le client refuse une très grosse partie de l'incitation financière pour la réalisation des travaux, ça ne s'équilibre pas. En fait, on pourrait dire que le principe de la refacturation des C2E, quel que soit le vendeur d'énergie, c'est d'intégrer un petit montant, entre 3 et 4 euros, dans le prix de l'énergie vendue d'une façon ou d'une autre, pour que le jour où le client souhaite faire des travaux, l'incitation financière permette de prendre en charge une part très importante de cet investissement. C'est un petit peu comme si les clients payaient un petit peu chaque mois pour, une fois tous les 10 ans, faire l'isolation de leur bâtiment. C'est ça le principe, en fait. Et c'est pour ça que ça ne s'équilibrera pas. Ça peut s'équilibrer sur une dizaine d'années, mais pas sur du court terme, en fait. Du coup, en fait, sa question était plutôt au global. Dans ce cas, en fait, au global, je dirais que c'est à chaque entreprise de voir si elle est en capacité de faire assez de travaux pour ne pas faire Payer l'obligation C2E. payer l'obligation. Encore une fois, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est en aucun cas une obligation ferme et définitive de répercuter. C'est laissé à libre concurrence, on vous l'a rappelé plusieurs fois. Après, le fait est que la production de C2E étant devenue plus compliquée et l'obligation étant devenue beaucoup plus importante, force est de constater que la répercussion est quasi indispensable. Pas obligatoire, mais indispensable. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter, Nader. Merci à tous, merci pour votre présence et on vous enverra, comme je l'ai précisé, le support, le replay et la documentation. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.